samedi 28 février 2015. Cette semaine dans le grand show de l'info au Danemark, débat autour de l'immigration après les événements de février dans le pays. Entre Cuba et les États-Unis, l'espoir d'une normalisation des relations diplomatiques. L'Afrique du Sud, un mois après les manifestations xénophobes, nous sommes retournés dans le pays pour voir comment évoluer la situation, notamment dans les townships. Et puis enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap, le résumé de l'actualité de la semaine. Au Danemark, les débats autour de l'immigration sont particulièrement vifs et récurrents depuis les attaques du 14 et 15 février à Copenhague qui ont mis en lumière, vous allez le voir, les profondes divisions dans la société autour de ces questions. Omar El Hussein, ce jeune Danois de 22 ans d'origine palestinienne, est l'auteur présumé des attentats de début février à Copenhague contre un centre culturel et une synagogue. Des attaques qui ont profondément meurtri le Danemark, mais aussi ravivé les blessures d'une société divisée par le débat sur l'immigration. 30 000 Danois se sont rassemblés lors d'une veillée quelques jours après pour rendre hommage aux victimes, mais un autre hommage plus surprenant a agité la société danoise. Des fleurs déposées par dizaines à l'endroit où Omar El Hussein est tombé. Je pense que ce qu'il s'est passé l'autre jour est tragique. Et il y a eu de nombreuses victimes. Et quelqu'un a perdu un être aimé ici aussi, qui a fait quelque chose de terrible. C'est une perte pour lui et une perte pour nous tous en tant que communauté. L'auteur présumé des coups de feu a vécu à quelques centaines de mètres de là, dans un quartier modeste où près de 9 habitants sur 10 sont des immigrés et qui revient régulièrement dans les débats sur l'immigration qui agitent la société danoise. Parmi les habitants, le nom d'Omar est sur toutes les lèvres. Oui, tout le monde parle de cela. J'ai entendu ses amis en parler et ils sont très surpris. Ils sont très choqués. Devenu le centre d'attention de tous les médias, amis et voisins d'Omar évitent les caméras. Tout juste évoque-t-il un mec génial qui aurait fait les mauvais choix. Et parmi la communauté musulmane qui représente 4% de la population danoise, beaucoup se sentent de plus en plus pointés du doigt. Les gens deviennent un peu tendus et ont peur les uns des autres. Il y a des musulmans qui ont fait part de leur nervosité. Ils craignent que désormais, au Danemark, on ne leur sourit plus. Certaines personnes ont l'impression que leur groupe est toujours décrit comme un problème pour la société et jamais vraiment discuté ni pensé en tant que contribution. Je pense que cela, dans une certaine mesure, mène au désespoir et, dans une certaine mesure, à la colère. Avec les élections parlementaires prévues au mois de mai, le débat sur l'immigration risque fort de devenir l'enjeu décisif du scrutin, quitte à diviser encore un peu plus le pays. À Cuba, le président Raúl Castro exige la fin de l'embargo américain pour normaliser les relations entre l'île et les États-Unis. Les deux pays ont annoncé le rétablissement de leurs liens diplomatiques en décembre après un gel d'un demi-siècle, mais il reste un long chemin à parcourir avant un retour à la normale. C'est la fonctionnaire américaine de plus haut rang à avoir foulé le sol de Cuba depuis 35 ans. La visite de Roberta Jacobson le 20 janvier a été l'un des premiers signes forts du réchauffement des relations entre l'île et les États-Unis après des décennies de tensions et blocus. C'était seulement le premier pas. Nous savons qu'il en faudra beaucoup d'autres, mais c'est le travail de la diplomatie pour construire la meilleure relation et la plus productive entre nos deux pays. Dans les rues de la vieille ville de la Havane, la présence de touristes américains est un autre indice du changement d'air. Le gouvernement de Barack Obama a assoupli les conditions de visite de l'île à ses ressortissants, même si seules certaines catégories de voyageurs sont toujours autorisées à s'y rendre, mais certains ont déjà sauté sur l'occasion. Je trouve ça merveilleux. J'attendais de pouvoir visiter Cuba depuis l'âge de 13 ans, donc c'est fabuleux. Je regrette de ne pas avoir pu venir plus tôt.
Après des années d'interdiction, ces visiteurs vont même pouvoir ramener aux États-Unis des produits achetés sur l'île. Ils sont notamment autorisés à dépenser jusqu'à 100 $ en rhum et en Havane. Une bonne nouvelle pour les commerçants qui placent beaucoup d'espoir dans le dégel. Bien sûr, il y a encore beaucoup de détails à régler pour que les deux pays se rapprochent vraiment, mais je pense qu'on va y arriver. Les relations entre Cuba et les États-Unis ne concernent pas seulement le gouvernement, mais aussi le peuple. C'est très important parce que cela va générer des échanges culturels, des échanges de toutes sortes et du développement pour le peuple de Cuba. Mais les négociations s'annoncent longues et difficiles. Le président cubain Raúl Castro demande avant toute normalisation la fin de l'embargo américain en vigueur depuis 1962. Or, le Congrès américain sous domination républicaine s'y oppose. Washington refuse aussi de restituer Guantanamo, la base militaire installée en territoire cubain, autre exigence de la Havane. Et puis l'Afrique du Sud, un mois après les attaques xénophobes dans certains townships sud-africains, la plupart des commerçants étrangers ont toujours peur de rentrer chez eux. Reportage en Afrique du Sud. Des stocks de nourriture invariés, du matériel cassé, des blessures physiques, les conséquences des violences qui ont déchiré certains townships sud-africains il y a un mois sont toujours visibles. Mohamed Hassan, propriétaire somalien de magasins, est l'une des victimes des attaques de pilleurs. They say, we know you are the boss of the shop. You stay here more than on one here. Ils ont dit, nous savons que tu es le patron de ce magasin. J'y suis depuis 1 an. Ramène du liquide ou tu vas mourir. Ils ont dit ça. Après, ils m'ont frappé les jambes avec une machette, des barres de fer, et je suis tombé à terre. Les pilleurs ont ciblé les magasins tenus par des étrangers, africains ou asiatiques. Beaucoup ont dû fuir et se réfugier chez des proches. Certains commencent à retourner sur place, mais la plupart ont trop peur. Je ne sais pas où aller, dormir, manger, vivre. Je ne sais rien. Nous ne sommes pas rien, mais nous ne faisons rien. Nous ne pouvons pas retourner chez nous. Hier encore, ils se sont attaqués à d'autres magasins ailleurs. Donc nous avons toujours peur. Nous n'avons plus de stock de toute façon. Les pillages ont commencé suite au meurtre d'un adolescent accusé de voler. Il est alors tué à bout portant par un épicier somalien. En une semaine, la police a arrêté près de 200 personnes. Pour les commerçants, il s'agit d'attaques xénophobes, mais les autorités, elles, les considèrent comme purement criminelles. Je pense qu'il s'agit d'activités criminelles, mais il y a des problèmes culturels. Il y a de l'hostilité entre les différents commerces, entre les communautés. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte dans ces violences. L'association de la Spora africaine a organisé une marche de solidarité avec les immigrés dans le centre de Johannesburg. Une marche qui a mal tourné lorsque la police l'a décrétée illégale. La violence anti-immigrants est un problème récurrent dans les townships défavorisés en Afrique du Sud. La pauvreté et le chômage alimentent régulièrement la frustration de certains habitants. Le récap, le résumé complet de toute l'actualité de la semaine. Dans l'actualité cette semaine, la France qui a engagé le porte-avions Charles de Gaulle et son groupe d'accompagnement dans les opérations de la coalition internationale contre Daesh en Irak. Le navire amiral de la flotte française est doté de 4 Rafales, 4 super-étendards modernisés ainsi qu'un robot sous-marin nucléaire. Il intègre le dispositif américain dans le Golfe pour 8 semaines et à peine 2 jours après l'annonce de cet engagement, des Rafales françaises ont largué leur première bombe. 4 chasseurs avec 4 bombes chacune ont décollé mercredi matin. Ces missions qui seront menées quotidiennement. Rappelons que la France a positionné des avions en Jordanie et aux Émirats Arabes Unis depuis le 19 septembre. Une quarantaine de mesures d'interdiction de sortie du territoire sont en préparation à l'encontre de Français soupçonnés de vouloir aller faire le djihad en Syrie. Voilà ce qu'a annoncé lundi le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Et d'ores et déjà 6 majeurs se sont vus signifier ces jours derniers une telle interdiction qui peut être contestée devant le tribunal administratif
a-t-il précisé à la presse. Il s'agit de la première application de mesures phares du nouveau dispositif antiterroriste mis en place par le gouvernement pour faire face aux filières de recrutement de combattants en France. 5 drones ont été repérés survolant des sites sensibles de Paris, dont l'ambassade des États-Unis, entre minuit et 6h du matin dans la nuit de lundi à mardi, a-t-on appris auprès de la police. Un de ces engins à hélice de petite taille a été vu par des gendarmes en faction devant l'ambassade américaine vers minuit, a-t-on précisé de sources judiciaires. Selon la police, il volait entre 100 et 300 mètres d'altitude à l'aplomb du bâtiment. Ces 5 drones qui ont revolé dans la nuit de mardi à mercredi. On a appris justement mercredi que 3 journalistes de la chaîne de télévision Al Jazeera avaient été arrêtés par la police avant d'être relâchés dès jeudi matin. Des parlementaires français en mission personnelle en Syrie ont rencontré mercredi à Damas Bachar al-Assad, une première depuis la fermeture de l'ambassade de France décidée en 2012 pour protester contre la répression orchestrée par le président syrien. Face aux critiques du Quai d'Orsay qui a pris ses distances avec cette initiative, l'un des élus, le député UMP des Yvelines, Jacques Mirard, a estimé qu'il n'était pas possible de combattre l'État islamique. Le député PS Gérard Babb, qui s'est également rendu avec 3 autres élus français en Syrie, va être convoqué par le Parti socialiste et sera sanctionné, a déclaré jeudi Jean-Christophe Cambadélis. Léger recul du nombre de chômeurs sans aucune activité en janvier. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, a reculé de 0,5% en janvier en France. Cette baisse touchant toutes les catégories à l'exception des seniors, selon les chiffres publiés mercredi par le ministère du Travail, mais en y ajoutant les catégories B et C, c'est-à-dire les personnes ayant exercé une activité réduite, le nombre d'inscrits à Pôle emploi a augmenté de 0,3% sur le mois pour atteindre là un nouveau record. Et puis enfin on termine par la Grèce, le Premier ministre grec Alexis Tsipras qui s'est félicité samedi dernier d'avoir mis fin à l'austérité en concluant avec le reste de la zone euro un accord sur la prolongation de l'aide financière, même s'il a dû en passer par d'importantes concessions pour éviter un effondrement du système bancaire. Pour Athènes, le compromis trouvé vendredi dernier à Bruxelles lors de la réunion de l'Eurogroupe permet d'apaiser les craintes de mesures de contrôle des capitaux, un possible prélude à une sortie de l'union monétaire. La Grèce, qui a tout de même reconnu mercredi qu'elle aurait du mal à honorer les échéances du FMI et de la BCE au cours des prochains mois, tandis qu'à Berlin, le ministre des Finances exprimait ouvertement ses doutes sur la fiabilité du gouvernement d'Alexis Tsipras. Et on l'a appris enfin hier vendredi, la prolongation de 4 mois de l'aide financière européenne allouée à la Grèce a été approuvée au Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, où le ministre des Finances Wolfgang Schäuble avait auparavant invité les élus à surmonter leur scepticisme à l'égard des promesses d'Athènes. C'était donc le récap, toute l'actualité de la semaine pour le grand show de l'info. C'est la fin de cette édition, merci à tous et toutes de nous avoir suivis. Je vous souhaite bien évidemment un excellent week-end et une excellente semaine. Sachez qu'on se retrouvera bien évidemment demain soir, dimanche, dès 19h sur notre partenaire Radio One, radio-one.fr pour le Sunday Time, où nous reviendrons là aussi sur toute l'actualité de la semaine. Excellente semaine à tous et à samedi prochain.